Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je fais cette vidéo, c'est pour parler de l'imposture de l'antiracisme. Comme l'association du SOS Racisme, qui a été fondée par Bernard-Henri Lévy, alias Botul, Harlem Désir, Julien Drey, et ainsi que toutes les personnes qui l'ont succédé. Leur soi-disant travail, c'est que qui disent qui veulent défendre des soi-disant des Français d'origine étrangère, c'est leur fonds de commerce, qui sont aussi financés par l'argent contribuable. Et pour parler, un des trois cofondateurs parlait de BHL, soi-disant philosophe en plastique, qui est plagieur, qui donne des ordres au président pour attaquer un État comme la Libye et déclencher la guerre en 1994 en Yougoslavie, et plusieurs tentatives de déstabilisation des pays comme l'Ukraine, la Syrie, la Russie, l'Algérie. Et aussi il fait ça uniquement pour Israël. C'est bon pour Israël comme ils disent souvent. Tellement qu'il est détesté dans le monde entier, à chaque fois quand il est dans le coin, il se fait entarter. À Sayanim, comme il peut expliquer bien, comme disait Jacob Cohen. Les Sayanim sont des nationaux. C'est-à-dire en Amérique, ils recrutent des Américains, en France, ils recrutent des Français, en Angleterre, ils recrutent des Anglais. Donc ce sont des Juifs sionistes que le Mossad contacte. Pourquoi il les contacte? Parce qu'ils appartiennent au Bnei Brit, à des institutions juives, au CRIF. Il va les voir et il leur dit, voilà, on a besoin de vous, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Donc, ils sont principalement, ils sont partout dans tous les domaines de la vie politique, économique, culturelle, etc., mais aussi dans les médias. Donc, en fait, il y a des Sayanim à peu près dans tous les médias en français. Bon, évidemment, ils ne se déclarent pas, parce que sinon, mais on peut supposer que les Patrick Cohen, les BHL, les Finkelkraut, l'Alexandre Adler, l'Elisabeth Lévy, les Ruth Krief, etc. Et aussi il consomme de la drogue. Mais tout n'est pas si léger dans le monde merveilleux de BHL. L'écrivain aurait recours à des substances illicites, des amphétamines. C'est ce que nous ont murmuré certains de ses proches, c'est sa part d'ombre. À ces questions, son épouse ne se dérobe pas. Quand je vois son regard extraordinairement fixe comme ça et une espèce de chose avec un horizon très lointain et dur, je me dis, ah, là, il y a de la chimie qui est passée par là. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand stratège. Je comprends pas pourquoi il est pas enfermé après ce qu'il vient de faire. Et plein de trucs qu'il a commis. Il est devenu milliardaire grâce à la fortune de son père, de la société qui s'appelle Bekob, qui sert à exploiter la forêt africaine, notamment au Gabon et en Côte d'Ivoire. Ils exploitaient en même temps le peuple africain, le peuple gabonais et ivoirien, qui leur payait un coup de lance-pierre et plusieurs choses inhumaines, quoi. Dans le reportage, on nous explique que Bernard-Henri Lévy a hérité de la majeure partie de sa fortune suite au décès de son père. Il a hérité, je cite, d'une société de cagettes qui a beaucoup grandi. Ce que ne vous disent pas les journalistes de France 2, c'est déjà le nom de cette société. Et c'est intriguant, la Bekob. Ce qu'ils vous disent encore moins, c'est comment André Lévy et son fils, également partie prenante Bernard-Henri Lévy, ont fait pour obtenir cette grande fortune. Ce qu'ils ont fait, et nous allons vous le révéler, s'appelle au mieux de l'exploitation de la misère humaine, au pire du néocolonialisme et de l'esclavage moderne. Tout d'abord, petit retour en arrière pour comprendre. Créée en 1956 par André Lévy, la Bekob est une société spécialisée dans le commerce du bois. Une société qui réalise une grande partie de son chiffre d'affaires en Afrique grâce au commerce de bois précieux. Dès le début des années 80, BHL est très impliqué dans la société. Il sera chargé entre autres de la communication. Il en sera même le président aux côtés de sa mère après la mort de son père au milieu des années 90. Ainsi, BHL ne peut amoindrir sa responsabilité quant aux actes commis par la Bekob.
Ce que nous savons, c'est que la société d'André Lévy et de Bernard-Henri Lévy avait, sur le territoire africain, différentes exploitations via des filiales, notamment en Côte d'Ivoire et au Gabon. Comme vous allez le voir, cette société a pendant plus de 30 ans pillé la forêt africaine et exploité la main-d'œuvre locale comme du bétail. Voilà ce qu'auraient dû vous dire déjà dans un premier temps les journalistes de France 2. Ils ne l'ont pas fait. Pour preuve de ces allégations, nous allons nous pencher sur l'article censuré d'Entrevue, déterré par Beau et Tosser dans leur livre Une imposture française. En mars 1998, Entrevue, un mensuel créé par Thierry Ardisson mais racheté par le groupe Hachette, décide d'envoyer une équipe enquêter sur la Bécob, une entreprise spécialisée dans le commerce du bois. Cette société, fondée par André Lévy, le père de l'écrivain, décédé 3 ans plus tôt, avait été dirigée 2 années durant par Bernard-Henri Lévy, seul aux commandes avec sa mère. À la date de l'enquête d'Entrevue, l'écrivain vient juste de jeter l'éponge et de revendre l'entreprise familiale à l'homme d'affaires François Pinault, vieil ami de la famille. Les journalistes d'Entrevue estiment digne d'intérêt de savoir comment diable cette entreprise d'exploitation de bois de 3 milliards de francs de chiffre d'affaires a bien pu être gérée par l'icône de Saint-Germain-des-Prés. Il est donc décidé d'envoyer une équipe de reporters en Côte d'Ivoire enquêter sur Sivaubois, une filiale locale des Lévy. Aziz Zemouri et Philippe Loparelli, les journalistes d'Entrevue, ne vont pas être déçus. D'Abidjan, ils prennent un chemin de brousse qui les mène sur les lieux de l'exploitation, et arrivent en plein conflit social. À Sivaubois, les travailleurs se plaignent des retards de salaire et leur banderole dénonce des conditions de travail esclavagistes. Le photographe prend des clichés, Entrevue tient son sujet. Et sur le cas de Julien Drey, aussi le le cofondateur du SOS Racisme, je tiens à dire qu'il était aussi condamné à rappel à la loi pour avoir pris de l'argent dans la caisse de son association SOS Racisme, juste pour s'acheter des Rolex, des stylos de luxe, Montblanc. Actuellement, le président du SOS Racisme, Dominique Sopo, il a eu un conflit entre un mec du quartier et lui. Regardez, c'est lamentable. Il kiffe la vie, trop de pognon. Même moi, peut-être tu me donnes du pognon, je pète les plombs. Je vais plus pratiquer, je vais être un bon musulman. C'est normal, c'est la vérité. Mais un vrai juif qui pratique, ils vont me dire t'as raison. Il y a justice, on va la combattre. Mais bon, là, pourquoi je viens ici, c'est pour parler. Il faut donner la parole aux jeunes. Oui, vous vouliez parler, oui. Oui, parce qu'on m'a jamais. Voilà, mais moi, vous poussez à la haine. C'est des gens comme vous. Moi, je devrais être directeur de la discrimination raciste de la France. Et sans diplôme, mais sans rien. Je parle mieux que vous. Parce que je prends à la peine et je dis quelque chose de vrai et ça se ressent. Parce que je parle avec le cœur et j'ai fait 600 km. J'ai pas mis mon smoking. Et il a plus à parler, il a juste à écouter et me placer dans un bureau pour que je leur dise ce qu'il faut faire. Et m'embauchera pas parce que les propos qu'il a tenus, ça remet en question toute sa vie. Parce qu'il est venu aujourd'hui, c'est un jour J. Et le jour J, il ne fait pas se manquer, il s'est loupé. Il a dit que les jeunes, ils criaient leur haine comme des hyènes. Comment ça? Bien sûr que les jeunes, ils entendent ça. Peut-être tu te fais agresser dans la rue parce que c'est toi qui provoques. Il faut que toi, tu fasses un travail sur toi-même, que tu ouvres tes deux yeux, mais que tu ouvres ton cœur. Pour comprendre le mal de quelqu'un, on ouvre son cœur. On appelle ça la phagocytose. Donc si tu ouvres ton cœur et tu m'écoutes, tu vas me soulager. Non, il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire ce qu'il y a. Vous faites pas votre boulot, hein. Vous êtes payé, vous avez peur de vos postes. Parce que écoutez, on peut vous virer. Vous avez le bras long. Il y a du piston. Tu payes pas ton loyer, tu passes un coup. S'il veut se racheter, s'excuser, revenir et me donner la parole. Non, vous n'aurez pas la parole. Ah, voilà, vous n'aurez pas la parole. Non, vous n'aurez pas la parole. Merci, on ne donne pas la parole aux jeunes. Non. D'accord, issu de l'immigration, on est en France. Moi aussi, je suis issu de l'immigration. Alors, moi aussi, je suis issu de l'immigration. est-ce que vous m'avez demandé en l'occurrence. Donc, encore vous avez entendu, il ne veut pas donner la parole aux jeunes. Il est issu de la discrimination. Et il refuse. Pourquoi moi? Je vais entendre français, papier. Donc, toi, tu ne représentes pas les jeunes. Non, vous avez donné la parole à aucun musulman ici, issu de l'immigration. Allez, montrez-les-moi. Bon, on va aller le chercher. Ah, Selena, par exemple. Allez, Selena, ouais, elle porte bien le nom d'une musulmane, Selena. Il n'y a rien à expliquer, il ne veut pas donner la parole, il a mal parlé. C'est pas lui qui donne la parole. Et c'est qui alors? C'est ce qu'on disait. C'est Selena qui est organisatrice de l'événement. L'événement a été organisé depuis plusieurs semaines. Non mais écoutez-moi. L'événement est organisé depuis plusieurs semaines. Excusez-moi, si vous trouvez ça juste de dire que les gens c'est des hyènes, ça crie comme des hyènes, c'est insultant. C'est insultant pour tous ces jeunes qui sont motivés. Ceux qui ont crié sont des hyènes. Non, c'est pas des hyènes. Non. Et ceux qui ont interdit l'injuste, et ceux qui ont interdit la manifestation, c'est quoi? Non mais attends, excuse-moi, réponds-moi. Alors c'est qui ces gens? Comment on va les surnommer? Si on a surnommé des gens des hyènes qui ont crié contre une injustice, comment on va... Pourquoi rien tu me pousses? Pourquoi tu veux pas que je m'exprime? Parce que vous ne voulez pas parler, vous criez sur tout le monde. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais de qui vous vous moquez? Je suis plus vieux que vous, vous me devez le respect.
Vous avez entendu? Il est insultant. Je m'en bats les couilles. Alors on se demande si c'est un jeune des banlieues qui tient des propos désagréables ou un jeune... voilà. Et aussi, il y a deux personnes qui ont dénoncé les impostures de l'antiracisme. Serge Malik et Farida Bilboul, qui expliquent super bien les choses, que je mettrai tout de suite la vidéo, les deux vidéos. Il utilise l'Union des étudiants juifs de France contre les beurs. On les regroupe, on les invite à des colloques, à des talk-shows, etc., dans des ambiances pas possibles, à la Sorbonne, etc. Et puis à la tribune, on met 6 mecs de l'UEJF. L'UEJF, rappelons-le, enfin, et en particulier Eric Guébali, se proclame sioniste. Les deux humoristes là, qui parlaient aussi, Pierre Desproges et Dieudonné. Notamment Pierre Desproges, il racontait que dans un article, j'adhérais à SOS Racisme quand ils mettront un S à racisme. Il y a des racistes noirs, arabes, juifs, chinois et même des ocres crème et des anthracites argentés. Mais à SOS machin, ils ne fustigent que les berrichons de base ou les parisiens baguettes. C'est sectaire. Et quant à Dieudonné, lui, il dit qu'il accuse régulièrement SOS Racisme d'être un officine sioniste, dans le sens complot sioniste, qui fera promotion de l'islamophobie et de la négrophobie. Bon j'espère que la vidéo que j'ai faite vous a plu. Si vous avez quelque chose à dire, écrivez dans la barre de commentaires. Si vous voulez vous abonner, cliquez sur abonner et plus la cloche jaune pour recevoir des notifications. Sur ce, passez une très bonne journée. On se dit à la prochaine. Allez, salut.